Vous êtes apporté quoi au niveau de vos expériences différentes entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a certaines choses qui ressortent vraiment entre l'expérience, on va dire, sur la durée d'année d'un côté et puis de l'autre côté peut-être d'autres choses plus variées? Style de ski. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bâtons, ça illustre bien un nouveau style de ski. On a eu des échanges à ce niveau-là. Moi, je skiais pas du tout comme toi. Moi, il fallait que j'ai les mains attachées avec mes dragons. Je mettais tout mon poids sur le bâton, alors que maintenant, c'est plus souple, peut-être. Et puis ça skie plus vite. Aujourd'hui, je suis admiratif du style moderne. Moi, après, il m'a apporté énormément. Parce que comme je te suivais quand j'étais petit, bah voilà, c'est vrai que le principe de remonter la pente que tu descends, c'est vrai que c'est Pierre qui le mettait en avant vachement. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes projets. Surtout, plus tu vas dans le dur, plus tu es confronté à des passages qui sont très étroits où la neige, à 2 mètres près, elle va pas être la même. Et si tu remontes pas la pente que tu descends, bah, tu vas au carton, quoi. Donc ça m'a vachement aidé, ça. Après ouais, c'est vrai que je me suis pas inspiré de ton style à ski. Ça, ouais. Une notion intéressante aussi, c'est que moi j'ai arrêté le ski extrême parce que j'avais fait un peu le tour de la question, enfin le tour de ma liste. Au fil des années, pendant 20 ans, j'ai réfléchi à plein de nouvelles lignes. Je suis arrivé à un moment, il y a 5-6 ans, où j'avais fait un peu tout ce que je rêvais de faire. Parce que j'avais plus d'idées. Je me disais, d'ailleurs je l'ai dit, il n'y a plus rien à faire dans les Aravis, on a tout épluché, il n'y a plus rien. Puis derrière, il y a des gars comme Paul qui arrivent et qui ouvrent les yeux, peut-être. Et tu as vu des lignes que moi, j'avais même pas remarquées. C'est ça qui est magnifique, c'est de voir que l'aventure continue. Avec la motivation, les jeunes, ils arrivent, ils trouvent encore des trucs. Ouais, ça, c'est magnifique. Il y a peut-être ça qui m'a le plus inspirant en fait chez quelqu'un comme Pierre, c'est la curiosité qu'il a eue à découvrir toutes ces lignes. Et ça, c'est vrai que moi, j'essaie d'utiliser la même curiosité quand je regarde une face. Bon, pas avec les mêmes repères, parce que toi, tu avais des repères de lignes skiables tout le long. Moi, maintenant, c'est vrai qu'on cherche des pans de lignes avec peut-être des rochers entre, mais c'est pas grave, c'est quand même suffisamment skiant dans l'ensemble pour que ça soit chouette à skier, quoi. Et c'est ça change pas mal la donne, parce que du coup, ça ouvre un champ de possibilités qui est infini, en fait, hein, parce que maintenant, des trucs tordus, on va en trouver dans tous les sens, quoi. Après, moi je me dis toujours, il faut quand même que le ratio entre le ski et les descentes en rappel reste quand même beaucoup plus sur le ski, quoi. J'estime à 80%, quoi. Si tu fais le Nant Blanc qu'on avait fait avec Vivian, on a fait 3 rappels en bas. Bon, c'était assez raisonnable, comme sur 1100 mètres tu fais une centaine de mètres de rappel, ça va. Si après tu en fais 200, ça commence à faire long, quoi. C'est plus trop intéressant. Enfin, en tout cas pour moi. Je suis bluffé aussi, c'est par la capacité que vous avez tous, hein, il y en a plein qui tournent comme ça, la capacité à enchaîner des descentes et à faire des dénivelés pas possibles. Moi dans ma vie j'ai dû faire des trucs de 2000 mètres, et encore c'était l'exploit de la décennie pour moi. Alors que là vous faites des sorties à 3000 mètres ou plus régulièrement. Enchaîner 2-3 couloirs, j'ai jamais trop versé là-dedans, j'ai jamais trop aimé me faire mal. Et je suis assez admiratif. Et je me dis, mais c'est infini, en fait, ils vont continuer de progresser. Des descentes qui étaient exceptionnelles, eux, au lieu d'en faire une, ils vont en faire 3. Et là, ouais, je suis assez admiratif. Ouais, mais tu vas aller jusqu'où? Je sais pas. Je sais pas, il y a plein d'idées. Mais c'est vrai que après, c'est chercher l'idée pour faire avancer un peu la pratique, tout simplement. C'est juste, moi je dis souvent, c'est juste, c'est comme si on prenait on prend un bâton comme ça, et puis là ça fait un bâton, si on le met à l'envers, peut-être qu'il peut servir à autre chose. On prend l'activité, ce qui te penserait pendant des années c'était comme ça,
on essaye de le mettre à l'envers et puis on regarde ce qu'on peut en faire. Enfin, en gros, c'est un peu ça, quoi. Regarder un peu la montagne différemment en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Moi, j'aime bien le ski, j'aime bien la pente raide, j'aime bien faire les classiques, hein, j'en ai fait. Mais qu'est-ce qu'on peut encore inventer d'autre, quoi. Et ça, c'est génial, parce que du coup, à chaque fois que j'y vais, je me dis, tiens, ça, ah ouais, là, ça serait chouette. Ce qu'on a fait à l'étal l'année dernière avec Stéphane Rogel, avec Bourg, c'était juste, pour moi, c'était génial, quoi, parce que d'un coup, tu te trouves dans du M5 avec le ski sur le dos, t'es là, qu'est-ce qu'on est en train de foutre, quoi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre? C'est complètement lunaire. Et ça valait le coup parce que la pente au-dessus, c'était tout poudre à 55 degrés. C'était super skiant, c'était génial. Bon, c'était top, quoi. Donc en plus, ça valait le coup. On se serait retrouvé avec de la neige béton inskiable. Là, on aurait eu un peu les boules. Mais bon, on l'aurait pas... Voilà. Ça, c'est l'exemple type de la pente que, malgré 20 à 25 ans à tourner dans les Arabies, j'avais même pas remarqué c'est névé. J'avais pas imaginé qu'on pouvait enchaîner comme ça. Comme quoi, on regarde mal. Bah non, ouais, c'est du hasard après. Hein. Tu sais, c'est quand tu traînes les yeux, tu laisses ton regard traîner, tu te dis, ah tiens, ça c'est joli. Et puis moi, je trouvais là, c'était tellement beau les systèmes des pronts là en bas de cet étal là, que je me disais, oh, ça serait chouette de pouvoir skier là-dedans. C'est un peu comme l'Alaska, tu vois. Je me disais, bon, on y allait beaucoup moins vite parce que c'était un peu expo, mais... Maintenant, on va voir s'il y a des nouvelles lignes qui se font. C'est intéressant. Et est-ce que tu penses pas que tu n'as pas repéré ces lignes parce que tu es chez toi à la maison et cette même montagne dans un autre environnement que tu connais pas, tu l'aurais regardé différemment et tu aurais été peut-être encore plus loin dans la curiosité ou tu aurais regardé avec un regard neuf et du coup tu aurais peut-être dit bah ouais, cette ligne... C'est l'histoire du regard neuf. Je pense que à l'époque où en tête j'avais des projets de descente ailleurs, plus évidentes, je pensais tellement à ces descentes-là que j'ouvrais pas les yeux sur des trucs moins évidents. Je passais souvent au pied de l'étal, à des époques où il y avait un bel enneigement. J'ai jamais remarqué cette ligne. Mais t'en as ouvert combien de lignes? J'en ai ouvert pas loin, mais celle-là je l'ai pas vue. Pourquoi? Combien t'en as ouvert? C'est ça, voilà, c'est ça qui est hallucinant, t'en as bien plus d'une centaine. Donc c'est vrai qu'avoir un regard neuf, quand t'as une centaine de lignes à ouvrir, il avait déjà un regard neuf à l'époque. C'est de plus en plus difficile. Donc on va voir s'il y a chaque année tout le temps plein de lignes qui s'ouvrent, c'est magnifique. Mais tu vois, à Cham, je suis bluffé chaque année de voir qu'il y a encore des trucs qui s'ouvrent. Bah, Vivien, il a un bon nez pour ça. On sait pas, ils ont peut-être fini. Ouais, peut-être qu'ils ont tout fait. Ouais, mais il y en aura d'autres. On va voir, c'est intéressant. Il y en aura d'autres. Moi j'ai une question au niveau du risque par rapport aux enfants. Comment vous l'expliquez? Surtout toi qui as 4 jeunes enfants. Pierre, je sais pas si est-ce que ça change quelque chose? Non. Avant ou après? Comment on le gère? Comment tu le gères? Moi, comme tout le temps, c'est-à-dire que je leur dis ce que je fais, je leur montre ce que je fais, je leur explique que j'y vais. Et si j'y vais, c'est que pour moi, j'estime ne pas prendre de risques. Et c'est clair que quand je suis là-haut, j'estime ne pas prendre de risques. Parce que si j'ai peur ou si je me dis putain là c'est dangereux, j'arrête tout quoi. J'arrête tout, je rentre à la maison, je plie les skis, je les mets sur le dos et ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi j'allais dire pareil. Hein. Voilà, je vois pas pourquoi on prend des risques pour soi et on va arrêter d'en prendre parce qu'il y a des enfants. Enfin bon, on n'a pas envie de se faire mal quoi. Bah ouais, le but là-haut c'est pas de prendre des risques, hein. C'est plutôt essayer de découvrir. Moi je trouve qu'on est, en tout cas moi je le vis comme quelque chose de créatif, très créatif quoi. J'essaie de créer un truc quoi. Et puis après, si ça parle tant mieux, si ça parle pas, je le vivrai pas mal, mais je le ferai quand même. C'était pas sur votre idée du risque, mais l'idée du risque que les enfants peuvent avoir. Est-ce qu'ils se rendent compte ou pas? Ça dépend s'ils pratiquent ou pas. Ouais. On a déjà discuté, mais je sais toi que tu gères ça parfaitement. Ouais, après, moi, c'est vrai que là, ma petite qui a 6 ans, qui a 7 ça ne rend pas compte, c'est 7 ans. Ma petite qui a 7 ans, elle commence à me poser des questions parce qu'elle voit les vidéos. Et c'est vrai que des vidéos, c'est toujours impressionnant. Mais petit à petit, elle va comprendre comme les autres enfants. J'en ai 4, et les autres sont plus grands. Et à chaque fois, je leur dis, comme je dis à ma chérie, je lui dis... T'inquiète pas, je vais voir de toute façon. À chaque fois, je vais voir. Mais même quand j'ai un gros projet comme l'enchaînement à la verte, même s'il y avait des caméras, des machins, j'étais là, je suis parti en me disant,
toute façon, je vais voir, je vais pas prendre de risques, j'ai pas envie de ça. Donc si je me sens bien, bah, j'y vais, si je me sens pas bien, je vais. Ce qui est extrême, c'est comme une activité où on a quand même plein de recours. Ouais. C'est pas engagé comme du solo en rocher. Alors, si ça va pas, si on voit une plaque de glace, ben, on s'arrête. À chaque virage, on peut s'arrêter. À chaque virage, on peut s'arrêter, enlever les skis, mettre les crampons, remonter, descendre à pied, mettre une corde. Déraper. Il y a comme une grosse marge, surtout si on est monté à pied. Si on descend exactement où on est monté, ben, on ne devrait pas avoir trop de mauvaises surprises. Et souvent, on a une marge à la descente qui est importante. Enfin, moi, j'estime personnellement, j'ai toujours eu une marge importante. On n'attaque pas comme des calus. C'est pas parce qu'on sait pas skier, c'est parce que justement, on y va pépère. Parce que on sait que c'est dangereux. Donc, si on assure à 100% les virages, qu'est-ce qui peut nous arriver? Bon, il y a toujours des imprévus, évidemment. La chute de pierre, le sérac, on sait que ça existe, mais c'est quand même assez rare. Moi, j'ai pas souvent entendu parler d'accidents du genre le gars qui se mélange les pinceaux, il fait une faute et il se casse la figure. Ça arrive jamais, ça. Les accidents, souvent, bah, c'est des impondérables, c'est le pas de chance qu'on a même en randonnée. Enfin, moi, je considère pas ça comme une activité très dangereuse. Personnellement, j'ai plus peur du ski de rando, à cause des avalanches, le hors-piste. Parce qu'il y a des trucs, ben, on n'assure pas un caramel, quoi. Il y a des jours, ça part et ben, on n'a rien compris. Alors qu'en pentraide, la neige, souvent, elle est stable, elle est bien plus stable en pentraide qu'en rando. Moi, je suis plus à l'aise dans du 50 que dans du 30, 35, où on se demande quand ça va partir. En ski, on a juste à gérer sa technique, son virage. Si on a beaucoup de pratique et qu'on va tranquille, la probabilité de rater son virage, elle est quand même maigre. Enfin, moi, je me sens comme assez en sécurité en pentraide. En tout cas, avant qu'ils te connaissent, ils nous parlaient énormément de toi et l'ensemble des deux là, c'était vraiment magnifique. Tous les deux en montagne, pour avoir discuté avec Paul de toi, t'es vraiment une idole pour lui. Enfin, bon, ça passe plus souvent. Bah, on est comme des gosses quand on est là. Après, on n'a pas les mêmes projets, il fait des trucs trop durs. Bah non. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait sans que t'aies existé, à mon avis. Ouais, il y en a eu d'autres quand même. T'as entendu parler de ceux d'avant quand même. Bah oui, il y en a d'autres. Ah, mais Sylvain Sodran, il fait encore des conférences à Chamonix. Ouais, mais tu Donc, fais je pense que partie tout le monde le Tu connaît. fais partie des rares qui continuent à en faire. Ah, il y en a, hein. Tony Valerus, non? En Italie, je crois qu'il continue. Il a Ah ouais, il y a encore. plus de 60 ans, je crois qu'il tourne encore. Ah ouais. Non, mais il y en a plein. Il y avait une question là. Ouais, j'ai une question justement. Donc c'était votre première sortie ensemble. Ouais. Ouais. Et vous êtes deux skieurs très expérimentés. Comment ça marche au niveau de la prise de décision, du leadership entre vous deux? Et si justement... Bon, sur la pointe percée, c'est une rando, on se pose même pas de questions. Ouais. On était Sur une difficulté. plutôt à dire des conneries qu'à Ok. gérer un leadership. En plus, les conditions étaient parfaites. Hein. Il y aurait eu des soucis de sécu. Peut-être qu'on aurait dû gérer un leadership, mais là, c'était des conditions parfaites. Neige Aucun hyper risque. stable, aucun risque. Chacun se fait confiance. Ouais, du coup, c'était... À l'étal, dans le film avec Groog, il y en a un qui est passé devant pour grimper le passage en M40, Ouais. je sais pas quoi. Ouais, Ça s'est décidé comment? Entre deux forts grimpeurs, qui part devant? Il y a Ça, une seule longueur. c'était un non-choix en fait. En fait, j'ai fait appel à Groog, bon, déjà parce que c'était un pote et que je voulais refaire un truc avec lui, et puis parce qu'il y avait ce passage et que Groog, c'est un grimpeur de 8A, 8B quand même. Et je me disais, si ce passage-là il est un peu trop dur, c'est cool quoi, parce que Steph il pourra aller devant, parce que moi j'ai pas ce niveau-là. Et du coup, on arrive au passage, et puis Steph il dit, ouais, mais de toute façon, si je suis là, c'est moi qui vais. Bah oui, je lui dis, ouais, t'as tout deviné, enfin tu vois, voilà. Donc il part devant. Puis il fait 20 mètres, 30 mètres, puis là il bloque. Il bloque et il n'arrive pas à passer le passage, donc il redescend. Et là j'étais merde. J'ai grillé mon joker. Du coup, j'ai dit je vais essayer quoi. Et du coup j'ai essayé, puis moi c'est passé. Voilà. C'est comme ça que ça s'est décidé. Du coup ça s'est pas décidé, c'est un non-choix quoi. Comme lui il passait pas, j'ai dû me sortir les doigts du cul pour passer. Donc ouais, le leadership, quand je fonctionne avec quelqu'un d'autre comme ça, généralement c'est des gens, tu vois, avec Vivian ou avec Groog ou avec toi, des gens qui ont le même niveau, donc on sait ce qu'on fait. Justement, Quoi. parfois ça peut un peu porter... Ouais, mais
Non, on se parle pas mal quand même, tu vois. Je me souviens qu'avec Vivian, quand on a été faire le Nant Blanc, au sommet, c'était marrant d'ailleurs. On arrive, on grimpe, on arrive au sommet. Puis là, je dis, putain, faut quand même que je lui dise, quoi, parce que la veille, c'était les 10 ans de l'anniversaire d'un décès d'un de mes meilleurs potes. Donc j'étais à Serre-Chevalier sur sa plaque en train de chialer. Et puis le lendemain, j'étais dans le Nant Blanc avec Vivian, quoi. Et donc je lui dis ça. Et lui, il me regarde, il me dit, ah merde, mais moi, tu sais, c'est l'anniversaire de ma femme. Tu vois, et là, tous les deux, on s'est dit les choses qui nous ont fait du bien pour que la descente derrière, on savait très bien que si l'un ou l'autre ne le sentait pas, eh ben on allait comprendre pourquoi il ne le sentait pas, quoi. On n'allait pas forcer. Voilà. Il faut Moi, se j'ai parler. appris à me méfier d'un truc aussi quand il y a plusieurs personnes fortes, d'un gros niveau. C'est que quand on ne se parle pas, ça ne veut pas dire qu'on est serein. Il faut se méfier des situations dangereuses créées à cause de ça. Moi, ça m'est arrivé au niveau avalanche. Personne évoque le problème. Donc tout va bien, parce que derrière, vu le niveau qu'ils ont, s'ils disent rien, c'est que c'est pas dangereux, alors qu'en fait tout le monde a peur, mais n'ose pas en parler. Et à la sortie, on part sur un truc qui est dangereux, et il y en a un qui se fait avoir, quoi. Alors que si on était peut-être plus humble, en disant qu'est-ce que t'en penses, moi ça me fait peur, le gars dira peut-être pareil. Et ouais, il faut se méfier des gens qui ont trop d'expérience. Après, sur des passages difficiles, ouais. Le problème, c'est au sommet, c'est qui va partir en premier pour profiter de la poudre. Il y a toujours une négociation. Moi, je suis souvent devant. Moi, Ouais, mais surtout le snowboard, ça règle trop les places en plus. Ouais, ça fait un champ de boss après quand il est passé. Bon, en principe, on part quand même avec des potes. On se relaye. Il n'y a pas trop de discussions. Il n'y a pas trop d'embrouilles, quoi. Ouais. Vous nous faites rêver avec vos films, et vous, c'est quoi vos rêves là pour cette saison? T'as des projets, toi? Moi, j'en ai plein. Mais j'attends en fait. Je regarde. Tu vois, là, je me méfie un peu de la neige de début de saison. Parce que notamment, j'ai eu des collègues, des copains guides là, qui ont eu quand même pas mal d'avalanches, qui ont déclenché pas mal de trucs. En plus, c'était dans le sud des Alpes, donc j'ai été dans le sud skier un peu, mais pas des gros trucs, hein, juste me remettre sur les skis. Donc j'y vais doucement, j'attends, je m'attendais un peu au redout là, parce que souvent il y a un redout, on sait. Là ça va stabiliser un peu, donc je commence à sortir les skis cette semaine, je vais aller voir, je vais fureter. Et puis en fonction de ce que je trouve, je verrai bien. Mais souvent la plupart des projets que j'ai, moi c'est souvent du jour au lendemain, tu vois. L'étal c'était... J'y étais passé la semaine d'avant avec un client, j'avais vu cet itinéraire, je me suis dit putain ça va être joli. Puis en une semaine, eh ben, ça s'est concrétisé, quoi. À la Dent Blanche, l'année dernière, ce que j'ai fait à la Dent Blanche, c'était pareil. J'y étais allé pour repérer autre chose. Puis là, je vois ce machin, je me dis, ah bah ça peut être chouette d'aller faire un tour là-dedans. Et puis voilà, tu y vas. Il faut garder les yeux ouverts. Mais c'est souvent du hasard. Le Charvin, c'était du hasard complet aussi. Enfin, du hasard. J'avais été de l'autre côté du massif la veille, je m'étais pris un but météo. Je me dis, bon, bah là, le lendemain, ils annonçaient la même météo. Donc je me suis dit, je savais que derrière, côté sud du Charvin, il n'y avait pas le brouillard. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller côté sud du Charvin. Puis j'ai regardé cette ligne. Et puis le matin, je pars en me disant, bah, je verrai bien. Puis, oh, mais la ligne, tu la connaissais, tu avais envie de la faire depuis longtemps. Ah non, pas du tout. Non, c'est la veille. Ouais, vraiment. Hein. C'est le jeudi, je voulais faire un truc à Pointe du Midi, tu vois. Et puis je m'étais pris un but météo, j'étais avec mes jumelles et tout, j'ai attendu 2 heures. En fait, le brouillard il n'est pas reparti. Et du coup, je rentre chez moi et à 21h le soir, je suis sur Google en train de regarder face sud du Charvin. Je regardais ta voix, tu vois. Et puis là, je vois qu'il y a un truc à droite. Puis je me dis, ah bah, je vais aller voir. Donc il y en a qui ont regardé ça pendant 20 ans, en disant il faudra peut-être qu'on aille voir, qu'on sérieusement parlé et ils ne sont jamais allés. Ouais. Non, mais ça se fait souvent comme ça. Donc en fait, j'ai plein de projets. Mais tu vois, l'année dernière, il y en a qu'un, j'en avais 10 des projets, il y en a qu'un que j'ai vraiment fait, c'était la traversée entre Cercier et Sercheux. Et tous les autres trucs que j'ai fait l'année dernière, c'était du jour au lendemain souvent, quoi. Tu ne mets pas un objectif par saison, il faut faire Non, j'en ai plein. Puis si ça match, bah, c'est cool. Et puis si ça fait pas, bah, j'en fais d'autres. Et puis si je fais rien, bah, je fais rien. Moi j'en ai 2 ou 3, mais ça va s'étaler sur plusieurs années. Le temps que je trouve la motivation. Il faut être convaincu d'avoir le niveau aussi, c'est pas évident. Ouais, Bah, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
faut s'entraîner. Il faut faire face à ses peurs. Parce qu'on se fait tout un monde des descentes. Quand on revient, on dit bah, finalement c'était comme d'habitude, c'était cool. Mais avant d'y aller, moi j'ai toujours un peu psychoté. Avant d'y aller, j'imagine toujours que c'est dur, que c'est raide, que je vais être mal. Et ça suffit des fois pour qu'on renonce et qu'on n'y aille pas en disant ouais, c'est peut-être un peu trop gros pour moi. Donc voilà, il y a un cap psychologique à franchir. Déjà, moi j'ai un cap technique à franchir. Il faut que j'arrive à trouver une aisance en snowboard, une confiance qui me permette d'oser ces trucs-là. Ça viendra. C'est De Benedetti qui disait que l'aspect le plus intéressant dans ce qui est extrême, c'était les aspects psychologiques. La technique, tout le monde Moi, passe. je fonctionne différemment. Moi, c'est souvent, je vais voir, puis c'est à la montée, quand je monte, soit je me sens bien, soit je me sens pas bien, et puis voilà. Mais je n'ai pas peur la veille, quoi. Je suis bien, je suis zen, parce que je sais que je peux faire demi-tour quand je veux, quoi. Même à la voiture, parfois ça m'arrive de sortir de la voiture, oh non, je le sens pas, je vais faire mon truc, je rentre chez moi. Tu vois, donc c'est vraiment très... faut pas se... Mais, enfin voilà, dès lors qu'il y a de la pression, de toute façon, moi, dès que je sens de la pression, généralement, je vais pas bien loin. Je fais 2 heures, je dis, ah, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que je fous là? Mais rien à foutre d'être là. Allez, je me barre, je vais boire des bières. Je vais m'occuper de mes enfants, tout va bien. J'ai souvent remarqué que, moi, peut-être que je psychotais un petit peu trop avant, les jours d'avant, dans l'approche, mais en général, quand on met les pieds dans la face, on est rassuré. Bon, si la neige est bonne, évidemment, on se rend compte que finalement c'est pas si raide, que la neige est bonne et que ça va être comme d'habitude, quoi. Et toutes les peurs disparaissent lors de la montée. Et arrivé au sommet, souvent, en fait, il n'y a plus de challenge. Quand on démarre la descente à ski, j'ai souvent vécu comme ça, c'est fini, quoi. La descente, c'est juste une formalité, puisqu'on a tout checké à la montée, on a tout imaginé. Et derrière, ça déroule simplement. L'exploit, il n'est pas forcément dans la descente, il est, je dirais, dans la préparation mentale avant. Et dans le choix aussi du jour, des conditions. Il y a des descentes un peu exceptionnelles où si on n'a pas bien réfléchi, on ne va pas être là le bon jour. Et tout dépend de ça. Une fois qu'on est là, avec les copains qui vont bien, avec les conditions qui vont bien, c'est juste cool, quoi. Ça, on se dit, tout le monde aurait pu venir, les copains auraient dû venir. Ça, c'est un truc qui a changé aussi au niveau des conditions. Au niveau des conditions, maintenant, justement, avec ces réchauffements, refroidissements, on a des phases qui se mettent en condition moins longtemps, mais plusieurs fois dans la saison, quoi. Donc on peut trouver, l'année dernière, c'était les conditions de printemps, c'était en février, quoi. J'avais des conditions de printemps, c'était top, quoi. Et, il y avait plein de trucs à faire en février, parce qu'il y avait la neige, et puis des conditions de printemps, de stabilité. À la Dent Blanche, en bas, il faisait 12 degrés ou 15 degrés, c'était hallucinant, c'est chaud, quoi. C'était même limite un peu tard. C'est devenu difficile. Ouais. Alors qu'avant, toi, tu faisais plutôt tes pentes en printemps, toi, le printemps, début d'été, non? Ouais. Tu faisais rarement en plein hiver, je sais pas si je me souviens. Il y avait des conditions très froides dans les années 80. Avant le mois de mars, c'était tout en glace parce qu'il faisait trop froid, il y avait trop de vent. Alors que maintenant, oui, tu as trouvé des conditions de printemps en novembre. Mais ouais, je suis un peu triste de voir comme ça a évolué. Avant, on trouvait des descentes faciles parce qu'en super neige, et c'était pas trop compliqué. Aujourd'hui, pour trouver ça, faut pas travailler, faut être libre tout le temps, pour pas rater des créneaux qui sont très très rares. Et je me dis, c'est triste de voir ce que les jeunes ont aujourd'hui, quoi. Ça devient un peu galère. Ou alors, faut pas être exigeant. On va faire des descentes dans des conditions. On fait avec ce qu'on a, quoi. C'est pas terrible, mais on descend quand même. Mais si on n'y va pas, on n'y va jamais. Donc, c'est dommage. Alors qu'avant, on pouvait être exigeant. On disait, non, il y a 20 mètres en glace, tant pis, on ira la semaine prochaine. Ouais. Mais ça, c'est fini. Maintenant, il faut y aller quand même. On sait jamais, ça peut changer. C'est bien parti, là. Ouais, cette année, là, ça a l'air gavé de neige cette année. J'ai une question pour Pierre. Ouais. Est-ce que tu veux parler de ton combat un peu du moment là, dans les Aravis? On s'écarte un peu de la pentraide, sur le bétonnage un peu et puis l'extension des stations. Vous voulez parler de l'extension des stations? C'était pas prévu ce soir. Je sais bien, mais je sais que tu communiques actuellement. C'est un vaste débat, on pourrait parler des heures. Et j'écoute aujourd'hui les avis des uns et des autres et ça fait douter. Quand on dit, je ne sais pas si vous connaissez les Aravis, la Clusaz, la Combe de la Creuse, ça vous parle?
Il y a Balme à gauche, il y a l'Aiguille à droite, et entre les deux, il y a une combe vierge, qui a toujours été utilisée par les skieurs de randonnée ou par même les gars qui font du hors-piste. C'est vachement pratique. En une demi-heure de marche depuis les remontées mécaniques, on arrive au sommet de la Creuse. Quand on est au col des Aravis, on a une espèce de brèche de Roland qui est au sommet des crêtes, qui est magnifique. C'est l'arrivée de cette combe de la Creuse. Donc c'est un très bel endroit. Et voilà. Alors on nous dit, vous êtes des égoïstes. Vous voulez, il y a une élite qui veut se garder ça égoïstement, alors qu'on pourrait ouvrir ce domaine à plein de gens en mettant de remontées mécaniques. Bon voilà. Et tous les points de vue s'entendent. On nous dit, oui, mais quand il n'y aura plus de neige en bas, on sera bien content d'avoir Balme, la Creuse, Torchères, qui sont 3 combes très creuses, plein nord, où il y aura toujours de la neige. Donc quand il n'y aura plus de neige en bas, il restera au moins ça pour que le ski de piste continue de vivre. Alors ça s'entend aussi comme discours. De l'autre côté, moi je me mets du côté des randonneurs et je me dis, non, on est de plus en plus nombreux, on a de moins en moins de place, et on ne peut pas nous enlever une combe qui était réservée au hors-piste et à la rando. Donc voilà, ça dépend de quel côté on se place. Moi personnellement, je suis très nature, j'ai pas envie qu'on perturbe la faune, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'espaces vierges. Moi je comprends pas bien la Clusaz, leur image s'est faite un peu sur le freeride, sur la poudreuse, pas sur les kilomètres de piste. Donc je comprends pas qu'aujourd'hui ils veuillent diminuer les espaces vierges. On se bat un peu pour ça. Moi, ça me touche aussi beaucoup pour les animaux, parce que le jour où ils nous mettent un télésiège sur cette porte des Aravis, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les hors-pistes derrière. Ouais. Donc côté sud, côté col des Aravis, il y aura peut-être tous les jours des riders dans tous les coins. En bas, c'est quasiment une réserve. C'est-à-dire que les chamois, les bouquetins, ils seront plus tellement tranquilles. Sans parler des rapaces qui seront dérangés sans arrêt. Enfin bon, c'est un espace très très sauvage et je ne comprends pas qu'aujourd'hui on veuille l'équiper. Donc on verra ce que ça donne, ça se décide là. Bon, merci d'avoir abordé le sujet. Ça me touche beaucoup. La décision est pour quand 30 décembre, je pense. Il y a une consultation publique jusqu'au 8 janvier, donc vous pouvez tous aller, c'est ouvert à tout le monde. Ah non, c'est le 30 janvier alors. Voilà, peut-être qu'ils prolongeront, on verra, mais c'est maintenant, jusqu'à début janvier, vous pouvez aller râler. Quoique non, ça sert à rien de râler, on m'a dit. Comment s'appelle, le commissaire enquêteur a dit qu'il n'en a rien à faire du nombre d'avis contre ou pour, même si on est 2000 à dire pas question, c'est n'importe quoi d'équiper tous ces trucs, je suis contre, ça sert à rien. Il veut des arguments. Même s'il y a 2000 personnes qui disent c'est nul, je suis contre, il n'en tiendra pas compte. Ce qu'il veut, c'est qu'on développe, qu'on donne des arguments, qu'on explique pourquoi, qu'on justifie notre propos. Là, ils vont commencer à noter des choses intéressantes. D'accord. Et s'il y a beaucoup de gens qui sont contre, peut-être que le préfet en tiendra compte. On verra. Donc on peut aller dire qu'on est contre, mais il faut qu'on justifie. Oui, il faut avoir des bons arguments. Moi, j'en ai plein des arguments, on n'a pas le temps de les développer. Il faut les skier. Moi, mes arguments, c'est de dire quand il n'y aura plus de neige en bas, nulle part, et qu'il ne restera plus que 3 petites combes, le ski de piste sera fini, la station elle sera morte. Parce que je sais pas combien, les centaines de pisteurs, moniteurs et employés des remontées mécaniques, ils n'auront plus de boulot. Donc c'est pas un argument leur truc. Alors que il y a plein de randonneurs qui veulent des espaces verts. Voilà. Après il y a d'autres arguments. Ils veulent mettre 3 télécabines sur le Danais, c'est la montagne, c'est une grosse montagne en forêt, entre la Clusaz et le Grand Bornand. Ils font ça soi-disant pour l'écologie. Pour plus que les voitures montent en... Bon, ça s'entend, hein. Il y a tellement de bouchons à la Clusaz au Grand Bornand, il faut trouver des solutions. Et moi j'y crois pas, parce que quand on arrive à Saint-Jean-de-Sixte, je pense pas que les gens vont se garer pour prendre un télécabine pour aller là-haut et un autre télécabine pour descendre sur la Clusaz. J'y crois pas, personne ne le fera. Les gens ils iront en voiture 2 km plus loin. Donc voilà. En fait, tous leurs arguments, on peut les descendre. Voilà, merci d'avoir abordé le sujet. On était sur les projets en ski extrême. Ah, mais c'est bien. Moi j'en ai 2-3, sinon mes vrais projets, c'est même pas ça, c'est d'aller me planquer dans la nature et faire de belles photos d'animaux. Ça c'est plus mon trip en ce moment. Ça. Tu as croisé Vincent Mugnier ? Ah non, j'ai regardé ses films, il me fait rêver. Bah voilà. Sauf que moi, à l'aventure, j'y vivrais ici, j'irais pas au bout du monde pour faire des photos de bestioles dans la neige. Parce qu'il suffit de s'éloigner pas très loin et puis on se retrouve tout seul pendant des jours dans la montagne avec une faune sauvage. C'est vraiment compliqué à organiser.
puis il y a les mêmes sensations, je pense. J'ai toujours pas réussi à voir des loups. Pourtant, il y en a. Il y a encore des questions? Non, pour ça, après, il y a l'apéro. Bientôt un livre alors? Ouais. Dans Ouais, 15 jours. Je suis comme ça. 23 janvier. Non, Ça se ouais, fait un peu plus loin. Janvier. 23 janvier, ouais. Donc lui, il écrit et moi, je vends les livres. C'est mon job. On se fait une petite micro-entreprise. Par contre, ils seront disponibles en haut de la pointe percée. Ah ouais, dans le Dans le tronc. Bonne idée. Ouais. On en met un par un, tous les jours. On ne manquerait pas d'acheter le nouveau bouquin chez Guérin sur Paul, qui s'appelle, je ne sais pas comment. C'est Red Vivant. Red Vivant. Ouais, c'est un bon titre. Ouais, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ouais. Non, c'est Charlie Buffet. Pas que je l'ai dit. Je suis déçu, je pensais que c'était toi. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est excellent. Pour un bouquin de ski extrême, Red Vivant. Ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, non, mais il a bien cerné. Ouais. Ça parle de montagne, voilà. Mais pas que. Bah, Qui c'est qui fait du ski extrême là dans la salle? Du ski. Non, du ski de pentraide, quoi. Du ski raid, hein. Du freeride, à fond les ballons. Du freeride avec des fats. C'est bien aussi. Hein. On dit plus ski extrême aujourd'hui? Je sais pas. Ceux qui vont faire le Gervasuti à ski, c'est bien du ski extrême? Ouais, oui, je pense. Et ça se dit plus peut-être. Je sais pas. C'est un mot qu'on ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Moi, je dis ski de pentraide parce qu'extrême, ça me... Extrême, c'est pas du slalom, c'est extrême. Ouais, c'est un mauvais terme, ski extrême. C'est un peu bizarre parce que les mecs qui font de la descente à 120 km/h, c'est freeride. vachement extrême aussi. Mais... Ski alpinisme, moi j'aimais bien, mais ça a été un peu accaparé par les Pyramata et autres compétitions de ski de randonnée. Pour moi, c'est complètement ski de randonnée. Ski sanglier aussi. Mais ski alpinisme, c'est parlant. Ouais, ski alpinisme, bah oui. Ça justifie l'accord de la descente. Ouais. Puis parfois tu fais alpi-ski. Beaucoup de cordes à la descente. J'ai déjà fait Dry ski. du dry ski, ouais. Bref, c'est juste des passages, hein. C'est pas une discipline. Ouais, faites gaffe, que ce soit pas trop long les passages en désescalade à ski. En désescalade à ski, ouais. Bah non. De toute façon, ça peut pas être long. Hein. Paul, il m'a dit un jour, il fait des grandes courbes à Mach 2, hein. Il sait faire aussi. Hein. Ouais, j'aimerais bien. Mais là, j'ai des skis plus larges, 108, qui est plus long. Ouais, mais dans le massif du Mont Blanc, les premières qui restent à faire en grande courbe, pas évident, hein, c'est des trucs tendus maintenant. Ouais, ou bien faut être là après la chute de neige ou pendant la chute de neige. Bon, là, il faut surveiller parce que on peut voir des séracs disparaître. Et donc, on peut imaginer des nouvelles lignes où il n'y avait jamais de passage à cause des séracs. Si demain c'est tout lisse, ça fera des premières en grande courbe. Fais gaffe, il y en a plein qui vont avec le chalumeau, tout ça. Fondre les séracs. Non, ça va passer là. Petit cagasse. Bon, c'est l'heure de l'apéro, on commence à dire des conneries quand même. Ouais. Moi j'ai encore des idées de première dans le massif du Mont Blanc, ça fait 30 ans que je les ai. Ah, garde-les, ça sera peut-être un jour. Il faut que les séracs ils bougent. T'en parlerai. Et une dernière petite question, un peu d'étrangers, enfin Himalaya, avant, des trucs comme ça, en vue. Moi je voyage pas. Ouais, moi j'ai fait tout l'inverse, moi. Tu sais, j'ai attaqué, pendant quand j'ai commencé à faire le guide, je partais sur les 8000. Et puis j'ai fait ça pendant 10 ans, enfin pas que des 8000, hein, des 7000, etc. Et puis maintenant je suis revenu parce que les enfants grandissent, du coup c'est quand même plus tendu à la maison, il faut que je sois un peu plus là pour les calmer un peu. Et puis là, comme ils commencent à être bien grands, bah, je vais pouvoir peut-être repartir dans pas longtemps. Ouais. Mais après, c'est toujours un peu délicat. Voilà, c'est quand même beaucoup de sous déjà, beaucoup de sous, beaucoup d'investissement en temps pour souvent un gros but, quoi. Et bon, moi ça me dérange pas parce que j'aime bien. Tu vois, c'était le Népal. Hein. J'adore le Népal, donc j'y allais surtout pour le pays plus que pour l'objectif.
Mais ouais, la dernière fois, quand je suis rentré à la maison, on n'était pas loin de faire exploser le machin. Donc voilà, mais oui, j'ai des projets, mais pas forcément des trucs. Voilà, je vais voir. Comme les projets en France, voilà, il y a plein de trucs à faire. Hein. Là, pour le coup, là c'est ouvert. Après 8000, on n'y va pas pour la qualité du ski, enfin, la qualité de la neige. C'est plus pour l'aventure, le voyage et la descente exceptionnelle. Ouais. Mais faut pas parler de beaux rides à la descente. Ouais, à 8000, il y a un petit non. peu du vent là-haut, quoi. Non, je pense que le film que va sortir Jeremy Heights, là, il va être beau. Là. Mais c'est à 6000, Ouais. tu vois. Après, je suis curieux de savoir l'éthique qu'il y a derrière. Parce qu'il y a ça aussi, après, quand tu vas dans ces pays-là, moi je suis vachement... Moi j'ai envie de faire là-bas comme je fais ici, c'est-à-dire que je remonte les pentes sans ox, sans Sherpa, sans corde fixe. Donc là tu te mets un peu la barre vachement haut, quoi. Bon, j'ai le temps, et puis là tu peux y aller quand tu as 50 ans, tranquille, quoi. Je peux attendre. Il y a de l'avenir. Sur le handbike, J'ai le temps. le Il n'y a pas handbike en besoin grande d'avoir... courbe reste à faire encore. Ouais, le handbike, ouais. Là j'ai vu la semaine, il y a 10 jours au festival à Outran, ils ont virtualisé tout l'Everest. Donc tu peux avoir un masque, tu sais, de réalité virtuelle et puis te balader partout sur l'Everest. Et tu te mets dans la pente, tu peux être dans le hornbein. Alors ça, je suis halluciné. Je vais passer un quart d'heure, 20 minutes à prendre le machin. Attends, là ça passe, attends, là ça passe pas, putain, là il y a des barres rocheuses. Ouais, j'ai fait le hornbein en réalité virtuelle. D'accord. C'était dément, c'était génial, génial. Donc non. Ça te permet de mémoriser peut-être l'itinéraire. Ouais. Bah, du coup, ça m'a plus paumé qu'autre chose, hein, d'ailleurs. À un moment donné, je suis sur quelle face, je sais même pas si c'est là. Quand j'essayais d'analyser ce qui est arrivé à Marco, le fait de se perdre, c'était pour moi une des causes importantes. Parce que partir à vue dans ce truc, c'est 3000 mètres, on est vite perdu. Et si on s'est trompé de chemin, là on est mal, quoi. C'est idiot. Pour ça, si tu peux faire une dizaine de descentes virtuelles avant, sur le terrain, mais peut-être effectivement, en mieux. plus dans la réalité virtuelle, tu sais, quand tu es en haut, tu sais pas lequel c'est, quoi. Tu peux pas savoir. Qu'à remonter à pied. Ah ouais. Bah ouais. Dans les Alpes, c'est pareil. Du bas, tu arrives à le voir, mais du haut, tu vois. Même dans les Alpes, j'arrivais à me perdre, moi. Ouais, mais il y a des Souvent. trucs. Ouais. Même après avoir remonté à pied. Bah, le Mont Blanc, il est compliqué pour ça. Hein. C'est bien de l'avoir remonté quand même. Des fois des faces bien larges où ça passe un peu partout. Neige printemps. Ouais. À la montée, on monte quand c'est bien dur et on laisse pas une trace bien évidente. À la descente, quand c'est bon, on lâche un peu et la trace, on l'a vite perdue. Et des fois, ah mince, faut remonter 10 mètres. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais, je pense que tout le monde a... Allez. Merci. Vous n'avez pas tout vu, hein. Allez, fais un check. Ouais. Ça allait bien. D'accord. Ah ouais, On n'a pas galéré. et comme Juste en bas de 3 bars. Ouais, c'est ça. Philosophique, mais... Merci à toi. Un minimum de poids après, c'est mal.